Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture. Alors malheureusement je n'ai pas lu mes 4 livres, je n'en ai lu que 3. Je viens de commencer commencer, ça fait depuis le mois de février que je suis dessus. J'ai commencé le quatrième depuis le début du mois de février. Et donc je vais vous parler de mes lectures. Donc du coup j'ai commencé par lire le livre de Sébastien Spitzer, La fièvre, aux éditions Albin Michel. Alors, j'étais très pressée de lire ce livre, vu qu'il a eu relativement un bon succès. Ça l'a pas trop fait avec moi, alors je suis pas totalement déçue de ma lecture, hein, vu que c'est un livre historique, voilà, donc on va y parler de la fièvre jaune qui va sévir à Memphis, donc aux États-Unis, en 1878, en plein mois de juillet. Et donc c'est un premier homme qui va sortir d'une maison close, qui va s'effondrer en plein milieu de la rue, et donc du coup on va se rendre compte que cet homme a la fièvre jaune. Et après donc la fièvre va, comment dire, va s'éparpiller. C'est une pandémie, hein, comme ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, sauf que là c'est pas le Covid, c'est la fièvre jaune. Et donc du coup, donc, cette pandémie donc, va faire beaucoup de ravages, beaucoup de morts. Il y a des gens qui vont donc s'enfuir de la ville, ils vont prendre leurs jambes à leur cou et ils vont s'enfuir. Il y en a des courageux qui ne vont pas vouloir s'enfuir, dont Anne Cook qui tient cette fameuse maison close. On va être aussi avec donc un raciste qui s'appelle Kessing, voilà, qui est un journaliste. Il a créé un journal, et donc il vend ses journaux, et donc c'est un raciste pur et dur vu qu'il fait partie du Ku Klux Klan. Et on va être aussi avec Raphaël T. Brown, qui lui est un jeune homme noir, voilà, qui est affranchi donc de son esclavage, et qui tient à faire voir aux autres qu'il est libre et qu'il ne doit plus, comment dire, servir donc les blancs. Voilà, donc il tient vraiment à faire sentir donc aux blancs donc qu'il n'est plus esclave et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut dans la ville de Memphis. Donc voilà, donc on va être avec ces personnages-là. On va être aussi avec une petite fille, mais je ne me souviens plus de son prénom. Non, je vais plus m'en souvenir. Mais on va être aussi avec une petite fille qui, elle, donc qui est une jeune mulâtre et qui a du mal à se faire aussi accepter donc dans sa ville, hein, dans la ville de Memphis, vu que bon bah là à cette époque-là il y avait encore beaucoup de racisme, vu qu'on est encore un petit peu dans l'esclavage, hein, mais plus trop. Si on veut, si les esclaves veulent, ils peuvent se faire affranchir, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais ils peuvent aussi, s'ils n'ont nulle part où aller, rester avec leur maître, tout simplement. Donc voilà, donc on va être aussi avec cette petite fille qui, elle, rêverait de revoir son père, qui est un homme blanc, voilà, qui va sortir de prison. Et donc du coup, elle attend son père, qui normalement devrait revenir, mais malheureusement, elle ne le voit pas arriver, et donc du coup, elle se demande si il a... comment dire, s'il va vraiment tenir parole, si un jour elle va le revoir ou pas. Voilà. Et donc du coup, donc on a cette pandémie, donc les gens partent ou ne partent pas, et donc cette pandémie a fait des millions de morts, et moi j'ai eu du mal avec ce livre. Alors pas au niveau de la plume, j'ai relativement bien aimé, même s'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de dialogue dans ce livre. J'ai bien aimé le côté historique, j'ai bien aimé le caractère des, comment dire, des personnages. Mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de, comment dire, de densité. Donc à part le côté historique et puis le courage des personnages donc qui osent rester dans cette ville de Memphis, qui osent, comment dire, braver cette épidémie, et qui osent bah, soigner les malades. Donc bah, on a les religieuses, on a cette jeune matrone, Anne Cook, qui au lieu de continuer sa maison close, va transformer sa maison close donc un petit peu en hôpital, hein, si on veut. Voilà. Mais sinon, à part ça, bon, il n'y a pas vraiment
n'y a pas vraiment quelque chose vraiment d'extraordinaire, donc comme je vous dis, à part le côté historique qui est vraiment intéressant, parce que moi je ne connaissais pas donc cette période de l'histoire, je ne savais pas que Memphis avait subi les ravages de cette fièvre jaune, donc voilà. Voilà ce livre. Sinon, bon, le côté historique intéressant, la plume ça va. Pas trop de dialogue, mais c'est pas gênant. Les personnages intéressants, mais je trouve que il manquait quelque chose. Voilà, un peu plus d'action peut-être. Je trouve que c'était un petit peu lent, mais il va relativement vite à lire, hein, vu qu'il ne fait que un peu plus de 300 pages. Et encore, c'est les notes de l'auteur, donc oui, 300 pages. Voilà, un peu plus de 300 pages. Voilà. Bon, sinon, ça va relativement vite à lire. Voilà. Mais si vous êtes intéressé par le côté historique de l'histoire, vous pouvez y aller. Ça vous fera une petite lecture tranquille. Voilà. Donc, Sébastien Fizer, La fièvre, aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc après, en deuxième, je me suis dit, bon, bah, je vais lire un... Enfin, pas forcément, c'était pas vraiment un thriller, mais c'était pas vraiment un policier non plus, ouais. Je sais pas trop comment le qualifier, dans quelle, comment dire, dans quelle case le mettre, mais bon. Donc voilà, donc après j'ai lu le livre de Virginie Joannet, Cavale, aux éditions XO Éditions. Là franchement j'étais aussi pressée de le lire ce livre-là parce que je voulais vraiment savoir l'histoire et puis j'en avais eu des bons retours, donc je me suis dit bon bah je vais le tenter, on verra bien, même si ça faisait un moment qu'il avait été écrit, hein, vu qu'il a été écrit en 2017, enfin il est sorti en 2017. Donc je me suis dit bon bah allez j'y vais, j'en ai entendu que du bien, donc allons-y. Et puis au final bah j'ai vraiment eu du mal quoi. Moi pour moi c'était beaucoup trop lent. J'ai eu du mal à, comment dire, à suivre l'histoire, qui était pourtant relativement simple à comprendre, mais j'y ai pas trouvé mon intérêt en fait. J'avais qu'une envie, c'était de le finir pour passer à autre chose, parce que franchement, non, ça a pas été folichon pour moi. Donc voilà. Donc on est là ici, donc avec Jeanne, qui malheureusement va vivre un drame. Elle va un jour se réveiller couverte de sang. Et ça ne va pas être son sang à elle, mais le sang de son compagnon, qui a été tué d'un coup de couteau dans la poitrine. Voilà, il est mort, hein, il s'est vidé de son sang. Et Jeanne, malheureusement, a oublié donc les 2 heures qui se sont passées, voilà, au moment où son compagnon s'est fait tuer. En fait, elle a oublié ces 2 heures-là de sa vie. Et elle voudrait savoir ce qui s'est passé, donc du coup il y a un policier qui va vouloir enquêter donc sur cette enquête, qui va être mis dessus. Et en fait, Diane, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout simplement, donc une fois qu'elle a été interrogée donc par les policiers, elle va tout simplement vouloir s'enfuir, voilà, vouloir changer d'air, vouloir oublier ce qui s'est passé, mais en même temps, elle va essayer de se rappeler de ce qui s'est passé, des 2 heures qu'elle a oubliées. Et c'est à ce moment-là qu'on va être avec elle et on va être autant dans le présent, donc de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement, que dans son passé. Voilà, on va vite découvrir que Jeanne euh, a, a une, a, a un frère et une sœur, voilà, une sœur jumelle. Voilà. Et on va vite se rendre compte que sa jeunesse ne s'est pas passée comme il aurait fallu qu'elle se passe. En fait, voilà, donc ses parents, donc sa mère a eu du mal à avoir des enfants, voilà, elle est désespérée. Elle a eu ses filles donc à 35 ans. Voilà, ça a été un petit miracle. Mais ses parents pensaient qu'ils n'allaient avoir qu'un enfant et malheureusement quand ils ont fait l'échographie, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des jumelles et là ça a été l'hécatombe parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir des jumeaux. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que la mère de Jeanne a fait une énorme dépression. Voilà, elle ne s'occupait pas vraiment de ses enfants. Elle avait du mal à s'en occuper, même son père il était plongé dans le travail, il n'était pas vraiment là. Et en fait, je crois quelques années, enfin 2-3 ans plus tard, sa mère est retombée enceinte, la mère de Jeanne est retombée enceinte, et là, elle a donc eu un autre enfant, donc un fils, que Jeanne va surnommer d'une drôle de façon, le mioche, je crois, il me semble. Je pense que c'est comme ça qu'elle va l'appeler, le mioche. Et sa sœur, elle l'appelle la saucisse.
Donc vous voyez un peu le rapport qu'il y a. Et on va vite découvrir que son frère a un handicap, mais on sait pas trop lequel, mais on sait il a, je pense, à mon avis, qu'il est trisomique. Mais je suis pas sûre de ce que je dis parce qu'on le dit pas vraiment dans le livre. Et donc du coup à partir de ce moment-là, à partir du moment où le frère naît, on va vite se rendre compte que le frère a un problème, bien évidemment. Et on va mettre des mots sur son handicap, mais sa mère va avoir du mal à l'accepter. Ses sœurs aussi, et même le père, hein, le père n'est absolument pas là du tout pour s'occuper des enfants. Et en fait, c'est Jeanne et sa sœur qui vont devoir s'occuper de leur jeune frère. Voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que leur vie va vraiment basculer. Ça va vraiment être... elles ne vont pas avoir, comment dire, d'adolescence, vu qu'elles sont obligées de s'occuper de leur frère handicapé, malheureusement. Et un jour, il va se passer un drame dans cette famille. Voilà, mais je ne vous dirai pas lequel. Et c'est à partir de ce drame-là que Jeanne va se rappeler de son enfance et de ce qui s'est passé au niveau de ces 2 heures. Voilà, elle va se demander si c'est elle qui a tué ou pas son compagnon. Et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est pas qu'elle est... Comment dire? C'est pas... Enfin, elle est bizarre, voilà. Elle a un drôle de comportement. Donc par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son compagnon, on sent que leur relation, elle est pas... Elle n'était pas au beau fixe, voilà. On sent qu'il y a eu un problème dans leur vie de couple. Et voilà. Et on va vite se rendre compte qu'il y a des choses qui ne collaient pas, qui n'étaient pas normales. Et voilà, et donc on va suivre Jeanne qui va essayer de se rappeler et de son présent, donc ce qui s'est passé par rapport à son copain, et de son passé. On va faire la rencontre de sa sœur, et on va vite comprendre qu'il y a un problème, et on va vite savoir ce qui s'est passé. Mais comment vous dire que moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce livre. Je ne pensais absolument pas que j'allais vraiment galérer à lire ce livre à ce point. Voilà, moi je l'ai trouvé long. Je voyais pas où l'autrice elle voulait m'emmener. Je me suis dit mais où est-ce qu'elle veut m'emmener? Parce qu'on a l'impression que c'est psychologique, mais c'est une drôle de psychologie. Moi j'arrivais pas, même dans son passé, j'arrivais pas à être attachée en fait. J'étais pas attachée au personnage, j'ai pas été attachée à Jeanne, encore moins à sa sœur ni à son frère par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à leurs parents. J'ai eu aucun attachement pour les personnages en fait. Et j'attendais quand même la fin. Je me suis dit bon bah à mon avis la fin elle doit être bien quand même. Mais même pas en fait. La fin elle est vraiment, enfin j'ai compris cette fin, mais euh, je voyais pas vraiment le rapport en fait. Voilà. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce livre. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce livre-là a été vraiment bof. Donc Virginie Joannet, Cavale chez XO Éditions. Voilà. Donc et en dernier livre, donc j'ai lu le Daniel Steele, Liens familiaux aux éditions Presse de la Cité. Donc voilà, donc c'est un vieux livre. Hein. Il a été écrit alors si je ne me trompe pas, en 2012. Donc il est relativement vieux quand même. Donc là, on est avec Annie, qui a 26 ans. Et donc il va y avoir un drame qui va se passer dans la vie d'Annie. En fait, sa sœur et son beau-frère vont mourir dans un accident d'avion. Et elle va avoir la charge de ses neveux et nièces. Donc elle a un neveu et 2 nièces. Elle va avoir cette lourde charge. Voilà, elle va devoir prendre son neveu et sa nièce enfin son neveu et ses nièces, voilà, chez elle. Et donc toute sa vie va être bouleversée. Elle va devoir, comment dire, mettre son métier en stop pour s'occuper de ces enfants-là. Et elle va devoir mettre aussi sa vie amoureuse donc en stand-by. Voilà, elle va s'interdire d'aimer parce que avoir la charge de 3 enfants quand c'est pas les tiens, déjà pour toi c'est compliqué, mais pour ton compagnon qui n'a rien demandé et qui ne veut peut-être pas forcément d'enfant ou en veut, mais de lui quoi je veux dire, c'est pas facile non plus à accepter. Donc du coup voilà, tout va s'effondrer autour d'elle. Mais on va dire qu'elle va relativement bien s'occuper donc de son neveu et de ses nièces. Ils vont grandir, ils vont avoir une vie très très
saine. Voilà, ils vont aller à l'école, ils vont avoir des activités, voilà, elle va très très bien s'en occuper. Et ils vont grandir, ils vont aller à l'université et à un moment donné, donc comme presque dans toutes les histoires de Daniel Steele, donc ils vont vouloir voler de leurs propres ailes. Ils vont faire leur expérience à eux. Et donc du coup, Annie va se retrouver seule dans sa maison, sans plus rien avoir à elle, à part son métier qu'elle va reprendre. Voilà, elle va devenir, alors, je dirais pas agent immobilier, mais je dirais plus décoratrice à architecte, je pense, il me semble, si je me trompe pas. C'est des études, un travail d'architecte, voilà, et elle adore son travail et tout, mais on va dire que donc son neveu et ses nièces lui manquent beaucoup parce qu'elle se retrouve tout à coup toute seule et elle a du mal à reprendre sa vie là où elle en était. Sauf que il y a beaucoup de choses qui vont faire que elle va réussir petit à petit à se reconstruire et bien évidemment elle va tomber amoureuse d'un homme auquel on ne s'y attend pas et ça va être une belle vie pour elle. Voilà, donc bon, j'ai bien aimé cette histoire, ça m'a un peu sorti de ma nostalgie d'avoir lu Cavale. On va dire que cette lecture-là, ça a été mieux que Cavale, beaucoup mieux que Cavale, hein, parce que Daniel Steele, c'est cool, zen, tranquille. C'est vraiment une lecture pas prise de tête, nickel chrome, alors que Cavale, franchement, là j'en avais ras-le-bol de le lire, hein. Je dis c'est bon. Une fois que je l'ai fini, j'ai dit ouf. Quand j'ai commencé Daniel Steele, j'ai dit là ça va, j'arrive à comprendre, tout va bien, tout on est zen, tranquille. Et voilà. Et donc du coup, ben, je l'ai fini relativement vite, fin janvier. Donc du coup, une fois que je l'ai fini, ce livre-là, donc de Daniel Steele, Les liens familiaux aux presses de la cité, je me suis mis à lire. Donc maintenant que j'y suis, je suis en train de lire même le roman de Maurice Druon, Les Rois Maudits, l'intégrale, aux éditions Plomb. Voilà celui que je suis en train de lire. Et je ne suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. Voilà, donc je suis qu'au tome 4, en sachant qu'il y a 7 tomes, que ce livre fait 1300 pages et que c'est écrit relativement petit. Voilà. Donc avec bien sûr donc le langage de l'époque, hein, qui n'est pas facile à comprendre. Attendez, je vais vous faire voir. Hop. Qui n'est pas facile à comprendre. Et là, on est vraiment dans de l'historique pur et dur. Donc on est avec comment dire, avec toute l'histoire de France à partir du roi Philippe le Bel. Voilà, donc on commence avec Philippe le Bel, le roi de fer. Voilà, donc on va suivre, comment dire, la fin de son règne, parce que au moment où on commence l'histoire, c'est la fin de son règne. Voilà, il a sa 29e année de règne. Voilà, donc il va mourir, il va laisser donc son royaume à son fils Louis X dit le Hutin. Et on va dire que son fils n'a pas vraiment les épaules pour devenir roi, mais il ne va être roi que un an. Voilà, son règne ne va durer qu'un an, il va mourir et bon bah c'est une succession de comment dire de rois qui vont se succéder hein, entre ses frères, voilà. Et comment vous dire que ben c'est relativement compliqué à lire, enfin compliqué entre guillemets quoi, voilà. Le texte est relativement simple à comprendre. Il y a vraiment que le langage qui est un peu dur parce que des fois c'est des comment dire c'est du langage ben, d'autrefois, hein, voilà, c'est du langage assez vieux. Donc du coup, le temps que le terme me vienne, donc arrive à mon cerveau, et des fois de temps en temps, je regarde sur internet pour voir ce que ça veut dire parce que des fois j'ai du mal avec les mots, mais c'est relativement simple à comprendre. Hein. Bon bah c'est une succession de rois. Bon, il y a le pouvoir qui s'y met, il y a comment dire il y a cette malédiction que c'est Jacques de Molay, qui est un Templier, qui est le chef des Templiers, qui va mourir en se faisant immoler par le feu. Voilà, il va être brûlé vif. Et il va, lors de cette exécution, il va prédire une prophétie et il va prédire donc comment dire une malédiction. Donc il va dire que tous les rois seront maudits jusqu'à la 13e génération. Donc du coup, il commence un petit peu Philippe le Bel commence un peu à paniquer et au final donc la prophétie se réalise.
au fur et à mesure. Donc les rois meurent et puis voilà, et puis le règne des Capétiens commence à s'éteindre tout doucement, hein. Donc voilà, mais bon, c'est une succession de guéguerres, voilà. Donc va y avoir la guerre de 100 ans, hein, qui va à mon avis pas tarder à arriver, je pense. On va avoir aussi donc la peste, à mon avis, qui va arriver aussi. Il y est question aussi de famine, voilà, il y a la famine qui arrive et qui repart. Voilà, c'est des petites périodes comme ça où les gens meurent de faim par rapport, bah, à leur récolte, hein. Si la récolte a été bonne, voilà, ils n'ont pas de raison de mourir de faim, malheureusement. C'est les riches d'abord et puis les pauvres après. Donc du coup, bah, les pauvres peuvent mourir de faim, mais pas les riches, hein, surtout, faut pas. Donc voilà, donc on a des périodes de famine comme ça qui se font. Et puis voilà, et puis là je suis en train de le lire. Alors je l'ai commencé début février, donc le 1er février. Donc on est le 16 et je ne l'ai pas encore fini et je ne suis pas prête de le finir. Parce qu'il me reste encore 3 tomes à lire, en sachant que je suis qu'au 4e tome. Je suis qu'à la première partie, qu'il y a 3 parties dans le 4e tome, 4 au 5e tome, 4 au 6e et 4 au 7e. Donc j'ai encore de la marge, voilà, j'ai 1300 pages à lire et j'en suis à la 500... À la combienième? 567e page. Voilà, donc je trouve que j'avance relativement bien. Voilà, voilà. Donc Maurice Druon, Les Rois Maudits, l'intégrale, chez les éditions Plomb. Voilà. Donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Je pense que la prochaine fois que je reviendrai vous voir, ce sera pour vous faire un petit book haul. Voilà, parce que j'ai acheté des livres, mais j'en ai pas acheté assez pour vous faire un book haul. Donc du coup, j'attends mars pour en acheter et pour vous les présenter. Voilà. Donc je vous souhaite à tous donc une très bonne semaine, hein, parce qu'on est que mardi, donc voilà. Il reste encore de la marge. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis donc à plus tard pour sûrement un book haul. Voilà, bye bye.